Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On commence notre deuxième partie de l'unité 4, la géodynamique inter, toujours dans notre premier chapitre, les chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques et les déformations tectoniques qui les accompagnent. La séance précédente, on a étudié la structure de la Terre et on a dit que la Terre est subdivisée en trois parties. La croûte qui est subdivisée en deux, la croûte océanique qui est plus dense que la croûte continentale, et le manteau qui se trouve au-dessous, qui est séparé en deux, manteau supérieur et manteau inférieur. La partie supérieure du manteau est la croûte appelée la lithosphère, c'est une portion rigide, et la reste de la partie supérieure du manteau appelée la sténosphère de nature ductile. C'est pour ça les plaques rigides ébènent et plongent sur un espace qui est visqueux appelé la sténosphère qui forme, la structure interne de la Terre. Et aussi on a étudié les zones de divergence et de convergence. Pour les zones de divergence, on a étudié les dorsales océaniques, et pour les zones de convergence, on a étudié la subduction, l'abduction et la collision. Les trois champs, on va les expliquer de façon lente dans la séance prochaine, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va étudier les différents types de déformations tectoniques dans la chaîne de montagnes. Le premier titre est les déformations souples, continues et ductiles, les plis. Donc, premier document, on va étudier les plis comme des déformations tectoniques situées dans les zones de convergence et de divergence. Pour le document suivant, figure A, on a une photo naturelle d'une pli. Et le document B, on a les composants et les éléments d'un pli. Première question, d'après les figures ci-contre, donnez une définition au pli. Donc pour les plis, est une déformation souple et ductile, car les composants des roches plissées est de nature ductile, pas rigide. Donc ductile et continu, initialement plan en sous forme d'ondulation, à plus ou moins grand rayon de courbure à la suite d'une contrainte tectonique. C'est-à-dire, le pli est une déformation tectonique dont les roches a une nature ductile prise par des forces tectoniques de convergence ou divergence. Pour la deuxième question, d'après la figure B, dégagez les éléments d'un pli. Comme vous voyez sur la document B ou la figure B, on a les éléments de pli. Parmi les éléments de pli, on a la charnière qui est une zone de carbure maximale et aussi est délimitée par les flancs du pli. Pour les flancs du pli, c'est la surface qui raccorde deux charniers successifs. D'accord? Donc la moitié, on a un plan axial qui est une surface imaginaire qui relie les charniers des couches du pli. Donc on a l'axe du pli et on a la flanc de pli et la charnière. Pour l'axe du pli, et c'est lui qui relie les deux flancs de la pli. Pour la réponse, voilà. Donc un pli est une déformation souple continue des couches géologiques initialement plan sous forme d'ondulation à plus ou moins grand rayon courbure à la suite d'une contrainte tectonique. Les ondulations peuvent être en sali ou en creux. Pour les éléments d'un pli, on a la charnière, le flanc du pli, plan axial, axe du pli. Revenons au document. Voilà, on a un pli en creux, on a la charnière ici, voilà le premier flanc et le deuxième flanc, et voilà l'axe avec un trait rouge. Et voilà le plan axial.
qui subdivise les deux parties du pli. Donc voilà la réponse. On passe à la classification des plis. Donc les plis, on trouve plusieurs classifications et on a des plis isopaques et des plis anisopaques. Pour les plis isopaques, on a 6 figures. On a une pli droite, une pli déjectée, voilà, avec un plan axial qui est moins incliné, et pli en genou, comme la forme de genou, et pli déversé, pli renversé, voilà l'axe de la pli, et pli couché. Pour les plis anisopaques, on a 2 plis en tiré et plis laminés, car on a une différence au niveau de la longueur et de l'épaisseur du pli, car on a ici pour les isopaques, on a des épaisseurs constantes, et pour l'anisopaque, on a des plis qui sont laminés ou étirés, donc n'est pas constant. Donc dégagez des figures suivantes les critères de base de la classification des plis. Donc on a répondu à cette question-là. Pour la réponse, voilà la réponse. Donc on est arrivé, mes amis, à la deuxième type de déformation continue ou discontinue appelée les failles. Pour les plis, ce sont des déformations continues tectoniques. Pour les failles, ce sont des déformations discontinues tectoniquement. Donc on a des failles ou appelées aussi les cassantes. Donc pour le document ici, on a deux figures. La première figure montre une photo d'une faille, tandis que la figure B ici montre les éléments de la faille. Donc on a une flèche là en rouge. Donc pour la première question, donner une définition pour la faille et décrire ses éléments. Pour le faille, comme on a déjà dit, une faille est une déformation discontinue qui est une cassure à nouveau des couches de terrain qui s'accompagne de déplacement de deux compartiments ainsi ancrés. Donc pour le faille est une déformation tectonique formée par des ruptures, c'est-à-dire des cassures au niveau des compartiments rigides des couches. Donc pour la figure A, on a une photo d'une faille naturelle. Voilà ce trait-là et voilà ce trait-là. Pour le faille est formé par deux compartiments. La première compartiment soulevé et la deuxième compartiment affaissé. Pour simplifier l'explication, on passe à la figure B. Pour la figure B, voilà les éléments du faille. Pour le faille est subdivisé en compartiments soulevés et des compartiments affaissés. Lorsque le compartiment affaissé descend ici, on a apparition d'un miroir de faille qui est avec un plan de faille ici. Et pour calculer l'inclinaison de cette faille, on a cet angle-là qui détermine la distance qui va justifier le déplacement de la compartiment affaissé. Donc on résume les éléments de faille. On a le mur qui est appelé aussi la compartiment soulevé. On a le toit qui est appelé le compartiment affaissé. Lorsque cet compartiment descend, on a apparition d'un miroir de faille. Et on a le plan de faille, aussi le rejet de la faille avec un rejet vertical. C'est la différence d'attitude entre les deux blocs. Et une rejet horizontal. C'est une mesure de glissement des blocs l'un contre l'autre. Voilà la réponse.
on passe au type des failles. On a trois types de failles. On a des failles normales qui se trouvent dans les zones d'extension, c'est-à-dire des zones de divergence, et une faille inverse, ou appelée aussi reverse, qui se trouve dans les zones de compression, c'est-à-dire de rapprochement, dans les zones de convergence, et aussi des décrochements strict slip. Pour la première question, décrire chaque type de faille et établissez la relation entre ces déformations et les contraintes tectoniques. Pour la deuxième question, schématiser chaque type par une coupe géologique. Pour le faille normale qui se trouve dans les zones de divergence est une faille le long de laquelle les roches au-dessus du plan de faille se déplacent vers le bas par rapport aux roches sur le plan de faille. Les failles normales se forment lorsque deux blocs de roches s'éloignent l'un de l'autre en raison d'une distension, c'est-à-dire un écartement des roches. Pour le faille inverse, qui se trouve dans les zones de convergence, le faille est le long de lequel les roches au-dessus du plan de faille se déplacent vers le haut par rapport aux roches sous le plan de faille. Les failles inverses se forment lorsque les deux blocs de roches sont poussés l'un vers l'autre, c'est-à-dire dans les zones de convergence. Pour le décrochement, le faille le long de laquelle se déplace relativement horizontal le long d'un plan de faille qui sépare les blocs de roches adjacents. Voilà la réponse. Pour une remarque, l'association de nombreuses failles normales peuvent donner des formes tectoniques telles que Graben et Horst. Et pour dessiner quelques formes de failles, on a le faille normal ici et le faille inverse avec des failles décrochées. On a terminé cette séance. La séance prochaine, on va étudier le magmatisme. Donc, dans la deuxième séance, on va expliquer comment se forme le magma dans les chaînes de convergence pour les séries de subduction, séries d'abduction et les séries de collision.